Salut tout le monde. Je suis ravi d'être à Lyon.js. Vous êtes très sympa et j'avoue que je passe une très bonne journée. Merci à vous. Je m'appelle Jérémy. Comme le disait Mathieu, je travaille chez Zenka, ça fait quelques années. Ça fait 25 ans cette année que je fabrique du web et que je m'intéresse à comment évoluent les choses, etc. Et donc, dans cette idée de comment les choses marchent, je me suis un petit peu intéressé il y a quelques années à un truc qui s'appelle Deno. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà entendu parler de Deno? Très bien. Gardez la main en l'air. Parmi ceux qui en ont entendu parler, est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé de s'en servir? Beaucoup moins. Parmi ceux qui restent, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de s'en servir depuis 1 an? Ok, cette conf est faite pour vous. Donc, déjà, on va refaire un peu l'histoire et raconter c'est quoi cette histoire, c'est quoi Deno. Qu'est-ce à cause ce truc? Alors, Deno, ça commence, on est en 2018, et on a Ryan Dahl qui se pointe à la JSConf. Ryan Dahl, c'est le créateur de Node.js. Et il arrive à JSConf et il fait son mea culpa et dit « J'ai déconné fort avec Node.js. » Pardon. Et donc là, il passe une grosse demi-heure, je vous invite à aller voir, ça a été capté, cette conf, elle est super intéressante. Il dit les 10 trucs que je regrette d'avoir fait avec Node.js. Et là, tu dis, ok, très bien, mon ami. Non, on va pas regarder la conf maintenant, c'est pas l'idée. Je vous résume rapidement ce qu'il dit dans cette conf, à la JSConf. Déjà, il dit, bon, toutes les API qui ont été designées à l'époque, je les ai designés avec des callbacks au lieu de les designer avec des promesses. Alors qu'à l'époque, je savais que les promesses allaient arriver, c'était dans l'air du temps, on s'en doutait, mais elles n'étaient pas encore là, la peinture n'était pas sèche. J'ai préféré faire des callbacks. Bon, aujourd'hui, c'est chiant. Alors, c'est chiant, mais bon, Node.js a corrigé le tir. Il y a les versions avec promesses, maintenant, bon, ok. Puis surtout, bon, à l'époque, bon, j'ai fait ça avec C++, j'ai embarqué V8 un peu à la brutasse. J'ai utilisé le build system de V8, sauf qu'ils en ont changé depuis. Et donc, il n'y a plus que nous qui utilisons le vieux build system, c'est chiant. En plus, ça expose toutes les API de manière brute. Niveau sécu, c'est à chier, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, bon, c'est pas la bonne idée. Ok, très bien. Bon, en plus, Node.js a été conçu pour mes besoins à la base. Ok, super. C'est-à-dire qu'en fait, Node.js, tu le run, il a accès à toute ta machine. Genre, il est en mode les privilèges de celui qui lance la commande. Ce qui n'est pas ouf, hein, dans l'absolu. Niveau sécurité, on a vu mieux quand on exécute du code. Et puis, il y a le système de modules. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui va dans le système de modules, parce qu'on s'en sert aujourd'hui tous les jours. Qui n'a pas fait encore npm install ce matin? Peut-être pas vous, mais beaucoup de gens. Mais surtout, il y a plein de trucs. Le fait de rendre le fichier package.json obligatoire pour décrire l'application et les dépendances, c'est un truc qui est un peu du bruit, en fait, dans l'application. Il y a tout l'algorithme de résolution qui nécessite de chercher où sont les modules dans un répertoire non-module. Il y a le index.js ou le main.js. Enfin, c'est bizarre, donc c'est compliqué cet algorithme. Et puis surtout, il y a NPM, et je ne parle pas de l'outil en ligne de compte, je parle du dépôt central de modules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout l'écosystème JavaScript, il est lié à un serveur qui est quelque part chez Microsoft et qui est laissé en déshérence. Ah bah oui, ça fait beaucoup, là, dit comme ça. Donc, Ryan Dahl, il dit, moi, toutes ces conneries-là, ça m'emmerde, et puis, techniquement, c'est pas des trucs qu'on peut fixer facilement dans Node.js, et si on y arrive, ça va prendre... Bref, voilà. Donc, il a dit, vous savez quoi? Je vais bricoler un truc, je vais refaire Node, je vais le remettre dans le bon endroit, je vais faire Deno. Super. Donc là, il se pointe, on est à la JSConf, il a une espèce de pseudo-prototype qui montre sur scène. Ok, très bien. La JSConf, elle est en juin, je crois, un truc comme ça. En août, il sort une première version, c'est le premier prototype. Basiquement, c'est V8, le moteur de Google Chrome, avec un wrapper en Rust cette fois-ci, et pas en C++. Et puis, quelques API de base, et puis c'est bon, vas-y, ça compile, on a un exécutable, on peut faire tourner du JS. Ok, super. C'est bien, c'est intéressant. Il fait évoluer le projet pour essayer d'en faire un vrai truc. Et on va se retrouver
grosso modo 2 ans plus tard, en 2020. Et là, il y a une version 1 qui sort. Alors cette version 1, elle est intéressante déjà en elle-même. Moi, c'est à partir à peu près de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Deno. C'est pas par hasard, hein, souvenons-nous, mai 2020, c'est le Covid, hein, donc j'avais rien d'autre à foutre de ma vie que de faire ça. Donc, et là, donc, le projet démarre, et c'est ce que j'appelle le temps de l'exploration, c'est-à-dire que on va commencer à vraiment... L'infrastructure de base interne, elle est là. Maintenant, on va commencer à habiller en fait, le projet avec des choses. Et surtout, du point de vue de Ryan Dahl, c'est aussi le moment où il arrête de travailler tout seul dessus. Et il embarque des gens dedans pour faire avancer le projet. Alors, il se passe plein de trucs pendant ce cycle de la version 1. Et tous les gens qui ont regardé la version 1, tu prenais une version 1, t'attendais 6 mois, la version 1.x, 6 mois plus tard, il y avait tellement de trucs à échanger que je vais peut-être pas tout de suite utiliser la version 1. Voilà. Et il y a plein de trucs qui arrivent, donc il y a le développement de l'interface de la ligne de commande. Il y a l'ajout du support de TypeScript, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Il y a tout le raffinement des API, il y a le développement surtout du système de modules, ça aussi je vais m'arrêter dessus parce qu'il est priceless. Et on arrive à l'année dernière, fin d'année dernière, octobre 2024, est annoncée la sortie de Deno 2. Et qu'est-ce qui caractérise Deno 2? C'est un truc assez particulier, c'est l'idée de dire, ok, on a un produit, il est bien, c'est cool, maintenant, il faut que ce produit soit utilisé, adopté, et pour ça, la stratégie que met en place la gouvernance du projet Deno, c'est de faire ce qu'on appelle de l'industrialisation, c'est-à-dire de proposer du support aux entreprises. Pour ça, ils garantissent un support de comptabilité Node.js NPM. Alors, pas dire à 100%, parce que c'est pas possible techniquement d'être à 100% compatible Node.js, puisque on ne supporte pas tous les binaires qui pourraient arriver dans les paquets NPM. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de JavaScript, ça, oui, c'est sûr. Donc, avec tout ça, quand j'ai vu ça en octobre, je me suis dit, OK, il faut que je me réintéresse sérieusement au projet, parce que là, on change de dimension. On n'est plus sur un gadget qui veut créer un interpréteur JavaScript, on est sur un produit aujourd'hui. Et un vrai produit qui veut avoir une dimension industrielle. Donc, j'ai regardé et je me suis dit, c'est trop bien, il faut que j'en parle aux gens, parce qu'en vrai, il y a des trucs de fou dans ce thread. Et me voilà. Et donc, c'est parti. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans Deno, et pourquoi est-ce que je pense que dans les 5 années à venir, ça va être sans doute un environnement d'exécution JavaScript qui va intéresser beaucoup, beaucoup de gens. Alors, on va commencer par ce qui fait le sel, la saveur de Deno et pourquoi on voudrait s'en servir. Il y a quelques fonctionnalités qu'il faut avoir en tête. Alors, la première, effectivement, c'est la sandbox de sécurité, c'est-à-dire que quand tu utilises Deno pour exécuter un fichier JavaScript, par défaut, eh ben, on est comme dans un navigateur, c'est-à-dire que ta machine virtuelle JavaScript, elle a accès à rien. Donc tu peux faire tourner ton script, s'il vit que pour lui-même, ça va très bien se passer, mais si tu as besoin de faire des choses, eh ben, il faudra que tu lui dises explicitement ce à quoi tu veux accéder. Typiquement, tu veux lire et écrire des fichiers, tu devras lui passer les flags hello read, hello write. Et c'est bien clair, c'est pas juste j'autorise à écrire ou à lire, c'est j'autorise à lire ou à écrire quoi? C'est-à-dire qu'on peut être précis. Ça peut être un fichier unique, ça peut être un sous-répertoire, ça peut être tout le disque. Ça, c'est nous qui allons avoir cette capacité-là. Tu veux accéder au réseau, genre tu veux faire un serveur web au hasard, tu as besoin d'ouvrir des ports, ben, tu vas mettre Allonet. Pareil, tu peux restreindre les ports que tu veux écouter, c'est pas open bar. Tu veux accéder à l'environnement, connaître l'état de ta machine, des informations sur ta machine, tu fais allo env. Tu veux spawn des process et faire des trucs, tu vas utiliser allo run. Cette sandbox, elle est à la fois intéressante pour quand on va faire des choses sur notre machine, parce que ça nous permet, nous, de nous obstiner sur ce qu'on veut que ça fasse ou que ça ne fasse pas. J'en avais discuté avec un collègue qui disait « Moi, je t'avoue que ça, c'est un peu la partie, je m'en fous un peu. » Je dis « Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que c'est quand même pas inintéressant d'avoir une meilleure sécurité. » Moi, les interpréteurs JavaScript, Node.js, je m'en sers côté serveur. Et côté serveur, moi, je mets tout ça dans une jolie petite machine virtuelle
genre un conteneur Docker, et c'est lui qui interdit l'accès à tout. Aïe, effectivement, vu sous cet angle, c'est pas con. Mais sur ma machine locale, moi, je l'ai pas dockerisé, le truc, donc voilà. Il y a quand même 2-3 petits intérêts quand on veut créer des outils, et on va pas se le cacher, hein, on est dans un univers JS, des outils qui sont écrits en JS pour faire du JS, c'est pas ça qui manque, hein. Donc bon, c'est quand même pas forcément idiot. Le deuxième truc qui vraiment rend Deno assez intéressant, quoi qu'on en pense, c'est le support natif de TypeScript. Alors, de quoi on parle exactement? Parce que, je rappelle, pour ceux qui l'auraient un peu oublié, TypeScript, c'est jamais qu'une jolie décoration de JavaScript pour avoir des notations de type. Super. Sauf que non, ça fait un peu plus que ça. Il y a la phase de transpilation, donc si tu veux utiliser TypeScript, il faut que tu installes l'interpréteur TypeScript qui va transformer ça en JavaScript. Quand Ryan Dahl il a fait Deno, il a dit non mais TypeScript aujourd'hui, c'est un standard industriel. Tous les gens qui font du code avec une optique de faire un outil industriel avec des équipes, des choses comme ça, ils utilisent TypeScript, donc je mets l'interpréteur TypeScript dans Deno. Résultat, si tu veux faire du TypeScript directement, tu n'as pas besoin d'avoir TypeScript pour faire du TypeScript. Deno le fait pour toi. Ok, très bien, pourquoi pas. Je fais partie des gens qui ne sont pas forcément super convaincus de l'intérêt de TypeScript, mais quand même, à force, je me suis rendu compte que tous les devs JS ne sont pas aussi malins qu'ils en ont l'air, et que TypeScript met 2-3 garde-fous qui ne sont pas inutiles. Donc bon, ok, ça marche, je prends. Surtout que j'ai 0 config à faire, ça marche tout seul, moi ça me va parfaitement bien. Et là tu te dis, bon ok, c'est très intéressant, alors on va voir que ça va avoir des incidences sur d'autres aspects de Deno dans un instant. Je vais revenir sur cette histoire de TypeScript quand même, parce que c'est pas anodin. Troisième truc, c'est que une des idées qui préside à Deno, c'est de dire faut qu'on arrête d'avoir des interpréteurs JavaScript qui se comportent différemment. Il y a plein d'API dans les navigateurs qui ne sont pas liés à la manipulation de documents. Hein. Le DOM, c'est une API parmi toute une tripotée qui existe dans les navigateurs. C'est quand même débile de ne pas les avoir dans un interpréteur JavaScript serveur, parce qu'ils pourraient très bien s'en servir. Alors, les API cache, tout ce qui est chiffrement, tout ce qui est encodage d'URL, la gestion des événements, fetch, sans déconner. Le temps qu'il a fallu pour avoir fetch dans Node.js, truc de fou, quoi. Toutes les API de messaging, de storage, les workers, on n'a pas les workers en Node.js, bordel. Bref. Tous ces trucs-là sont hyper intéressants, et donc ça arrive out of the box dans Deno, et c'est Deno qui pousse ça. Pareil, je vais revenir un peu là-dessus un petit peu plus tard, parce que là aussi, il y a des incidences sur pas que Deno. En fait, ça a aussi une incidence sur Node.js, ça. Parce que Node.js, ayant vu ça, Node.js aussi se met à intégrer ces API-là. J'ai pris l'exemple de Fetch, mais pour les autres aussi, c'est vrai, Crypto est aussi arrivé dans Node.js, etc. Parce que, on a montré la voie, et j'expliquerai comment ça s'est fait tout à l'heure. Donc là, tu dis, OK, ce qui est intéressant surtout, c'est que ça m'offre une surface d'API commune plus importante entre les différents environnements, y compris un navigateur. Et donc, je peux être plus serein sur le fait que le code que j'écris pour mon interpréteur va aussi marcher dans d'autres environnements, parce qu'on s'appuie sur des API qui sont standardisées. Donc ça devient très très intéressant. Ensuite, et surtout, j'ai envie de dire, il y a un truc qui est vraiment pour moi, s'il y a une fonctionnalité qu'il faut retenir, c'est celle-là. C'est la façon de penser comment on va utiliser les modules. Deno fait plusieurs choses. La première, c'est qu'il dit, bon, alors on est en 2018 hein, quand il y a la conf, donc on parle des 5 dernières années, déjà on acte un truc. Il y a des modules standards ECMAScript. Donc c'est ça le système de modules qu'on utilise. CommonJS, OSEF. Hein. Il y a un moment, c'est le passé ça. Le futur, c'est ECMAScript. Donc, de base, c'est ça le type de module qu'on supporte. Ce qui n'est pas anodin, hein, parce qu'on voit tous comment Node.js galère à intégrer les modules natifs ECMAScript pour des questions de comment ça marche. Encore une fois, petit rappel, les modules ECMAScript standards sont asynchrones, les modules CommonJS sont synchrones, et donc, quand tu as de l'asynchrone, c'est facile de faire du synchrone, quand c'est dans l'autre sens... Surtout,
dans Deno, il y a l'idée de dire « je ne veux pas dépendre d'un dépôt centralisé comme NPM ». Ça, vraiment, c'est le truc qui préside à tout le design du système de modules de Deno. Et donc, comment on résout ce problème? Eh bien, Deno dit « tous mes imports vont passer par des URI qualifiés ». Alors, je suis hyper content parce que je crois que c'est la première fois en 25 ans que je peux utiliser le mot URI dans son sens le plus pur. C'est vraiment un truc de fou. Donc oui, on a des identifiants de ressources uniques qui sont résolus par Deno et qui va, URI qu'il va cacher localement sur la machine locale. Ces URI, basiquement, la première qui est supportée, c'est HTTP en fait. Donc tu peux importer n'importe quel fichier ECMAScript exposé via protocole HTTP directement comme module. Il le télécharge une fois, il le met en cache, plus jamais il ira interroger le réseau pour utiliser ton module. Très très pratique. Quand tu es offline, je dis ça, je dis rien. Par exemple aujourd'hui, là, dans cette salle. Ça, c'est vachement bien, mais c'est pas suffisant. Parce que tout le monde n'expose pas forcément ses modules via HTTP. Tout le monde ne met pas ses sources sur GitHub en public. Alors tu peux les mettre sur des dépôts à toi qui sont accessibles sur ton réseau local. Ça, c'est aussi intéressant pour la maîtrise de tes propres modules que tu n'as pas forcément envie d'exposer à la terre entière. Mais si tu as eu envie d'utiliser les modules NPM, tu fais comment? Parce qu'NPM, il n'est pas exposé dans HTTP à ma connaissance. Nos problèmes. Ils ont créé un préfixe qui s'appelle npm : et qui va interroger le registre npm. Donc tu fais npm : ton module npm. Deno le télécharge, l'installe localement, et tu peux l'utiliser comme tu en as envie. Génial. Il y en a quelques autres. Il y en a deux autres qui sont intéressants. Il y a le préfixe node : pour les modules natifs de Node, qui ont été complètement portés dans Deno, donc tu peux utiliser les mêmes choses que dans Node.js. Je rappelle qu'en Node.js, le préfixe node : est aujourd'hui la façon canonique d'appeler les modules natifs Node.js. Donc si tu le fais déjà, tu seras tout de suite rétrocompatible Deno sans le savoir. C'est cool. Et puis il y en a un autre qui s'appelle JSR, mais JSR, j'y reviens dans un instant, c'est de la balle, JSR. Je parlais du fait que tous ces modules, ils sont téléchargés et cachés localement. Qui, ici, a déjà utilisé PNPM? Voilà, c'est comme PNPM, mais en mieux. Je le dis vraiment sans aucun problème, parce que c'est le même concept. Tu as un cache local qui est utilisé par tous tes projets. Alors, il y a la question de la gestion des versions. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des choses qui ont été résolues. Tu peux locker tes versions, tu peux mettre à jour tes versions. Il y a plein de choses qui sont faites pour ça, qui sont pensées vraiment. Au début, je pensais que c'était un gadget. Depuis que je me suis remis à Deno, là, depuis quelques mois, je ne vous cache pas que quand je repasse sur les projets sur lesquels je bosse, où on est en Node.js avec du module NPM, j'ai l'impression d'être la personne à qui on a confié une Mercedes et on lui dit « demain, tu vas reconduire une 2 chevaux ». C'est dur. Je vous avoue que le confort du système de modules de Deno, il est juste dingo. Et enfin, autre chose qui est vachement intéressante dans le projet Deno, et ça, pour le coup, ce n'est pas spécifique à l'environnement Deno, c'est le fait que, il y a une bibliothèque standard qui est créée pour Deno. Non, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la bibliothèque standard qui est créée dans le cadre de Deno, en fait, elle amène plein d'utilitaires qui sont en fait pas des utilitaires pour Deno, des utilitaires JavaScript, qui donc potentiellement s'utilisent dans d'autres contextes, y compris Node.js. Et là, tu dis, ah mais oui, moi je suis d'accord, j'en ai marre, moi, de récupérer... Aujourd'hui, ce qui s'en rapprochait le plus, c'était l'Odash. C'est très bien l'Odash, mais ça commence à vieillir un petit peu quand même, il ne faut pas se le cacher. Là, la bibliothèque standard qui est créée dans le cadre de Deno, elle répond à des vrais problèmes qu'on a tous les jours. Alors, le projet est jeune, la peinture n'est pas sèche, tout ce que tu veux, mais elle est là, et elle est surtout donc multi-runtime. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est là où on voit aussi ce que fait Deno au-delà de l'exécutable et de l'interpréteur de JavaScript, c'est la contribution à l'écosystème JavaScript. Ça, c'est un truc sur lequel je vais revenir aussi, parce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Et donc, cette bibliothèque standard, elle est où? Elle est sur un dépôt de source qui s'appelle JSR.
JSR, c'est trop bien. Alors pareil, je ne m'étends pas là-dessus parce que de mémoire, j'ai un slide dédié à JSR, parce que JSR, c'est hyper intéressant. On y reviendra dessus, mais disons que c'est un complément à NPM. Et ça va permettre de faire des choses qu'on a du mal à faire avec NPM aujourd'hui. J'y reviendrai là-dessus. Dernier truc qui arrive vraiment avec la version 2, c'est de dire on veut faire de la rétrocompatibilité complète avec l'écosystème Node.js NPM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rétrocompatibilité complète? Ça ne veut pas dire qu'on est à 100% de tout ce que fait Node.js et NPM, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est de l'ordre de c'est fait en JavaScript, donc tous les modules JavaScript qu'on peut trouver dans NPM vont fonctionner dans Deno. C'est sûr, certains, on peut les recruter, on peut les récupérer, on peut les intégrer, qu'ils soient ECMAScript ou CommonJS, puisque comme Deno est fait sur une base ECMAScript, il s'en fiche de savoir si ton module il est synchrone ou asynchrone. Et pour la compatibilité de Node.js elle-même, c'est la compatibilité avec les modules et les API standards de Node.js. Donc toutes les API que vous avez l'habitude d'utiliser en Node.js, vous pouvez les utiliser dans Deno sous la seule réserve que vous ayez appelé les modules natifs avec Node 2. C'est pas un effort dingue. Hein. Je vous avoue que quand on m'a dit pour faire la migration, il faut faire ça, tu dis ok, c'est cool. Ça gère aussi plein de trucs à la con, du genre j'ai un package.json dans lequel j'ai listé toutes mes dépendances, Deno dit pas de problème, je vais lire ton package.json, je vais prendre tes dépendances, je vais les installer, t'inquiète. Et comme tu as un package.json, en plus, quand je vais installer des dépendances, je vais te mettre à jour ton package.json. Il n'y a pas de souci. J'ai compris que tu avais du mal à quitter Node.js. T'inquiète, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Ce qui rend la transition assez facile, en fait, en vrai. Normalement, si vous, à l'exception, je vous ai dit, du préfixe Node 2 pour les modules natifs, normalement, vous faites... vous installez Deno, vous run, vous faites, plutôt que de faire npm start, vous faites Deno task start. Normalement, ça up. Je dis normalement parce que, encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien, mais disons que pour l'avoir testé sur 2-3 projets pas tout jeunes, ça se passe pas si mal en vrai, hein, c'est pas mal. Disons que ça fait pas mal de transitionner. Ça, c'est vraiment pour moi les points qui rendent Deno hyper intéressant et qui font que depuis quasiment le début, je m'intéresse à ce qu'il devient et à ce qu'il fait. Maintenant, avec la version 2, il y a quand même 2-3 trucs qui sont arrivés, et en particulier, l'interface en ligne de commande a été beaucoup travaillée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises, qui ont été enlevées, etc. Aujourd'hui, la CLI, elle est plus riche que celle de Node.js, ça c'est sûr. Après, dedans, il y a des trucs qui sont super intéressants, vraiment super intéressants, et il y a des trucs qui, à mon sens, sont peut-être un peu gadgets, mais disons que c'est pratique de les avoir. Je vais rapidement en parler. Alors, déjà, le premier, c'est la vérification des types. Souvenons-nous, il y a TypeScript qui est directement embarqué dedans. Donc, toi, t'en as rien à foutre de TypeScript. Ok, fine. Mais t'écris quand même du JavaScript. Bah, figure-toi que Deno a dit, pas de problème. Tu m'as écrit de la JSDoc, mets-moi un petit comment @tscheck, vas-y, je te vérifie tes types en JavaScript, tranquille. Comme ça, tu dis donc, même si tu n'as pas envie de faire du TypeScript, tu as quand même les bénéfices de TypeScript qui sont à ta portée. C'est quand même pas dégueulasse. Hein. Après, si vous voulez vraiment pas vous en servir, personne ne vous force. Hein. Disons que moi, j'ai trouvé ça assez cool de se dire, ça intègre TypeScript, ça prend en compte le fait que l'écosystème aime bien TypeScript et le prend en compte, mais ça ne te force pas la main, et ça te permet quand même de bénéficier de certains avantages qu'il y a à utiliser ça. Je trouve ça assez fort, et j'avoue que j'aime beaucoup cette approche très itérative dans comment tu transitionnes vers des pratiques, de l'outil, des choses comme ça. C'est vraiment très intéressant. Donc, ok, je peux vérifier mes types même en JS, c'est très cool. On peut... alors, Deno vient aussi avec un linter et un formateur prêt à l'emploi. Je suis mitigé là-dessus. On va commencer par le linter. L'intérêt du linter Deno, c'est qu'il int événement.js et TypeScript. Mais objectivement, il y a moins de règles dans le linter Deno que dans le linter ESLint. Donc, selon la granularité de ce que vous voulez faire, etc., à vous de voir. J'ai comparé par rapport à ESLint 9. Hein, très important.
parce que c'est ça qui est intéressant à voir. Donc, est-ce que vous voulez avoir la granularité de SLint ou pas? À date, j'aurais tendance à dire, si tu es sur un petit projet, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu veux vite linter très rapidement, utilise celui qui est là. Si tu aimes bien SLint et que SLint te va bien, et que tu veux utiliser SLint 9, parce que c'est celui-là qu'il faut utiliser aujourd'hui, hein, faut pas déconner, continue d'utiliser SLint. En vrai, c'est très bien. Pour le formatage, bon, clairement, oubliez Prettier, on s'en fout, ça fait la même chose que Prettier. C'est bon, Prettier, il n'y a plus besoin d'avoir une dépendance juste pour ça, c'est pas utile. Par contre, si tu veux faire des trucs plus avancés, ESLint stylistique est sans doute ça que tu veux. Si tu veux vraiment forcer un code style très particulier, il faudra toujours un outil tiers. Donc là, je suis mitigé. Pour moi, on est un peu à la limite du gadget. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont garder ça ou ils vont le faire évoluer. À voir. Parmi les outils qui sont par contre super intéressants, c'est que out of the box, tu as un runtime de test. Là, prêt à l'emploi. Alors, le runtime de test, ça va te permettre de faire du test et du coverage sans que tu aies rien à installer. Encore une fois, hein, ça vient directement avec tout ça. Et surtout, le runtime de test, c'est juste pour faire exécuter les tests, mais ça ne dit rien sur la bibliothèque de tests que tu vas utiliser. Alors, évidemment, comme c'est le projet Deno, ils viennent dans leur bibliothèque standard avec des outils de test. Et comme c'est dans la bibliothèque standard, ça veut dire que tu peux t'en servir ailleurs que dans Deno, ce qui veut dire que si tu veux utiliser le runtime de test de Node.js, parce que Node.js aussi a un runtime de test depuis quelques temps, tu peux utiliser les outils standards de la standard lib de Deno pour faire tes tests, pour faire ton describe, pour faire ton expect, tout ça. Ce qui fait que, est-ce que j'ai encore besoin d'outils de test pour tester mon JavaScript? Eh bien, ça dépend. Si tu veux faire du test unitaire vraiment classique de JavaScript pur, ce qu'on pouvait faire avec Mocha, par exemple, et tout ce qui allait autour, mais vraiment, tous ces vieux utilitaires de test ont complètement plus aucun intérêt. Je dis ça pour Deno, c'est vrai pour Node.js aussi. Hein. Est-ce que tu vas utiliser Jest? Spoiler alert, non. Tu ne veux pas utiliser Jest avec Deno, genre à aucun moment, parce que c'est du module ECMAScript et que Jest galère sa mère avec les modules ECMAScript. Personnellement, j'ai aussi tapé des limites de Jest sur la façon dont il sandbox les tests, qui font que moi, il y a très longtemps que j'ai vendu mon âme à Vitest. Alors par contre, Vitest, lui, dans un univers Deno, c'est clairement ce que tu as envie d'utiliser. En vrai, j'ai passé quelques mois là à me forcer à ne tester que avec Deno pour voir si c'était viable. Et c'est vachement viable. À une exception près, il y a un truc qui est relou si tu mets pas une surcouche par-dessus, c'est tout ce qui va être le bouchonnage, les mocks. Les mocks en natif Deno, ils n'ont pas encore dans leur standard lib des trucs vraiment aboutis pour mocker tes modules. Ils y travaillent, ça va arriver, mais aujourd'hui, je trouve que l'API de Vitest pour mocker, elle est encore ultra confortable et je préfère utiliser celle-là. Donc, j'ai pas encore abandonné de l'usage de Vitest, mais disons que quand tu es dans un univers où ton projet, tu le démarres avec Deno, on va quand même vraiment se poser la question. Ça va être un vrai truc. Et par exemple, on pourrait me dire, oui, mais tu fais pas des tests de composants React avec un pseudo-DOM. Je dis, si, pas de problème. Mais ça, j'ai pas besoin d'un outil supplémentaire pour ça. Hein. J'utilise JSDOM, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, tu appelles juste le module, ça te crée l'environnement pour toi, et tu t'occupes de rien, ça fait le boulot, c'est parfait. J'ai pas besoin de plus. Vitesse vient avec d'autres outils pour le reporting, pour des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. À vous de voir. Mais disons que, en tout cas, ce qui sort juste de la boîte avec Deno, c'est vraiment très intéressant et même si on n'a pas tout le confort que pourrait amener un Vitest, j'avoue que je suis encore en mode faut se poser la question. Vitest reste quand même d'un confort extrême, je ne saurais trop encourager à l'utiliser. Dernier outil que j'ai trouvé remarquable, il y a un outil de benchmarking. Tu peux savoir si ton code est lent ou pas grâce à l'outil de bench, ce qui va te permettre de ne pas avoir à utiliser Benchmark.js qui est mort et hors d'âge et plus maintenu, tout ce que tu veux, ni même TinyBench qui est super intéressant.
Le seul cas où tu voudrais faire du TinyBench plutôt que d'utiliser l'outil de benchmarking de Deno, c'est si tu veux faire du benchmarking multi-environnement, environnement d'exécution JavaScript. Là, ouais, effectivement, il te faudra un outil dédié pour ça, et là, TinyBench fera le boulot. Mais sinon, juste pour benchmarker ton code localement dans ton environnement, tu as tout ce qu'il faut. Et franchement, quand tu vois la complexité du code que j'ai écrit pour faire un benchmark, ouais, je ne vais pas m'en priver en vrai. Ah oui, tous les exemples de code que je vous ai mis fonctionnent, hein, évidemment. Last but not least, dernier truc que offre Deno, c'est un compilateur. Il y a plein de guillemets à compilateur. Très exactement, ce que fait le compilateur Deno, c'est qu'il prend la partie exécutable de la machine JavaScript, l'associe au fichier JavaScript du projet, package tout ça dans un binaire exécutable. Ce qui permet très facilement de faire des outils de ligne de commande qui sont déployables sur n'importe quel environnement. C'est hyper cool. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux dégager Electron pour faire des applications natives? C'est ça qui m'intéresse, moi, en vrai. Hein. Les applis de ligne de commande, j'aime bien, mais bon, en vrai, je m'en balèque, quoi. Moi, je veux faire de l'interface graphique, quoi. Non, tu peux pas. Tu peux pas parce que y a des tentatives de création de composants d'interface en pur JS pour faire de l'interface graphique, mais on n'y est pas. T'as vraiment, aujourd'hui, c'est quand même Electron qui offre l'ADX la plus intéressante en te permettant d'utiliser HTML, CSS pour créer ton interface graphique. Donc malheureusement, c'est pas encore là pour ça. Par contre, si tu veux faire des applications, genre tu veux faire un serveur, tu n'as pas besoin d'interface graphique pour un serveur, tu as juste besoin d'une commande qui va écouter des ports réseau. Et ben, ça devient super intéressant de se dire qu'on peut le rendre portable et le déployer sur n'importe quel environnement. Parce que oui, la commande qui est là, qui compile vers Windows, tu peux la faire tourner sur ton petit Mac. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça te permet, si dans ta pipeline, disons, c'est plutôt l'inverse, tu bosses sous Windows, sincère condoléances, et que tu dois déployer sur un environnement Unix, oui, tu peux. Voilà, c'est très intéressant. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Il y a un truc qui a disparu avec Deno 2, c'est qu'il y avait aussi un bundler dans les versions antérieures de Deno, et ils ont décidé d'arrêter de faire un bundler. Ils ont dit, c'est trop compliqué de faire un bundler, il y a trop de choses à gérer pour faire du bundling propre, et surtout, il y a plein d'outils qui le font vachement mieux. Tu choisis si tu veux, hein, ESBuild, Rollup, whatever. Ils ont dit, en fait, c'est trop de temps pour notre équipe à passer là-dedans. On préfère se concentrer sur d'autres trucs plus intéressants. Alors tout ça, c'est ce qui vient juste quand tu as installé Deno. Hein. Mais quand tu installes Deno, ce qui est cool, c'est qu'au-delà de Deno, il y a tout un écosystème aussi qui existe. Et cet écosystème, il est assez intéressant. Et c'est ça aussi, moi, que j'aime bien avec Deno, c'est que Deno, c'est pas des gens qui juste bossent pour leur gueule. Ils pensent à l'environnement autour et ils ont une vision sur ce que doit être l'usage de JavaScript partout ailleurs. Alors, dans cet écosystème, il y a plein de trucs très différents. Je vais aller assez vite là-dessus. DenoFresh, je vais aller assez vite. En gros, c'est un framework de développement web qui est basé sur Preact, qui est orienté SSR, mais agnostique, un peu comme Next, et qui ressemble beaucoup à Astro. Hein. Souvenez-vous ce dont Mathieu a parlé ce matin. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est très intéressant, ça marche très bien, mais par contre, ça ne marche qu'avec Deno. Hein. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec d'autres environnements. En tout cas, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas creusé plus que ça. Est-ce que je peux m'en servir avec Node.js? Pas vu ça. Puis, c'est pas ils s'en fichent, hein. C'est juste pour montrer que ça marche bien. C'est intéressant, mais en vrai, ça ne change pas la vie. Si vous utilisez déjà Astro, utilisez Astro. Hein. Voilà. Ou d'autres choses. Ça marche très bien. Hein. Deno, c'est un interpréteur JavaScript. Il s'en fout du framework que vous avez utilisé. Mais c'est intéressant de voir qu'ils essayent de faire des propositions à ce niveau-là. Et je trouve ça pas inintéressant. C'est là où je m'arrête sur JSR. Alors JSR, c'est quand même le truc que je trouve quand même fascinant dans le projet Deno. C'est de dire, on va proposer un entrepôt de paquets plus moderne que NPM. Parce que le constat qui est fait par l'équipe Deno, c'est de dire NPM aujourd'hui, le serveur, il n'évolue pas ce truc. Hein. Il y a 0 nouvelles fonctionnalités qui sont proposées, il n'y a rien dedans. Donc bon, voilà, c'est juste
un dépôt de trucs qui sont là. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va faire un entrepôt de paquets qui déjà va être agnostique du runtime. C'est-à-dire que c'est pas un dépôt de paquets pour Deno, pas le sujet. C'est un dépôt de paquets de modules ECMAScript. Ça, c'est la garantie qu'on te donne, par contre. C'est que des modules ECMAScript. Des modules qui peuvent s'exécuter dans d'autres environnements, que ce soit pour Deno, pour Node, pour Bun, pour les browsers, peu importe. Par contre, effectivement, le parti pris, c'est que c'est forcément de l'ESM et rien d'autre, parce qu'à un moment, il faut arrêter les blagues. Et surtout, il est TypeScript friendly. Comprendre, donc vous aimez faire du TypeScript. Très bien. Vous faites un package que vous voulez proposer au monde entier, et vous l'écrivez en TypeScript. Toujours très bien, pas de problème. Aujourd'hui, si vous voulez le proposer au monde entier, il faut le transformer en JavaScript, et ensuite, aller l'envoyer sur NPM. JSR dit, t'emmerdes pas, tu publies directement tes sources TypeScript, et on fera la compilation pour toi. T'as besoin de rien faire, t'as pas de transformation à faire. Publie directement tes scripts, TypeScript, tel quel. Et ce qui va se passer, c'est que Deno va en tirer parti, puisque Deno, il comprend TypeScript. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Deno quand il va appeler un module JSR? Il ne va pas demander la version transformée en ESM. Non, non, non. Il va demander directement la version TypeScript. Et donc, de fait, c'est lui qui va compiler quand il va faire l'application. C'est assez... ça rend le processus vachement fluide. Et donc, on a beaucoup... En tout cas, pour les gens qui utilisent TypeScript, c'est une charge mentale beaucoup plus petite. Et ce que fait JSR, c'est qu'il dit, par contre, les trucs, je les compile aussi en JS, en ESM, pour les autres environnements. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fourni aussi une couche pour être utilisé avec n'importe quel gestionnaire de paquets. Donc, vous utilisez NPM, Yarn, PNPM, pas de problème. Vous pouvez utiliser les modules JSR. Il y a un petit utilitaire JSR qui est fourni, qui s'utilise avec ces utilitaires-là. Tout est documenté sur le site de JSR. C'est vraiment hyper intéressant parce que tout d'un coup, tu as plein de garanties sur la modernité de ce que tu utilises. Alors après, encore une fois, le projet est neuf, c'est pas NPM qui existe depuis plus de 10 ans. Donc forcément, on n'a pas des bibliothèques aussi éprouvées qu'on peut se trouver sur NPM. Pas de problème, ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, c'est assez intéressant comme moyen de distribution alternatif à NPM. Alors attention, j'ai mis une petite note ici. Il ne faut pas confondre JSR avec un autre projet indépendant qui est ESM.sh. ESM.sh qui est un projet qui vise à fournir un CDN pour accéder depuis HTTP à n'importe quel module NPM, ou JSR aussi. Ce qui est particulièrement intéressant quand tu es dans un navigateur, si tu veux accéder directement à des choses qui sont derrière HTTP. JSR ne propose pas d'option de CDN qui te permettrait d'accéder au module via HTTP. Tu dois passer par de l'installation avec des outils de gestion de paquets pour pouvoir t'en servir. Je continue avec l'écosystème. Il y a aussi tout un travail qui est fait là, depuis la version 2 par les équipes Deno pour proposer un environnement d'hébergement serverless pour les applications JavaScript, TypeScript. Encore une fois, TypeScript en direct, sans que tu aies fait de compilation toi-même. Bon, c'est intéressant, mais pour le coup, là, la concurrence, elle est rude. Il y a du monde à côté, il y a les AWS Lambda, il y a Cloudflare Worker, il y a ce que fait Vercel. Bon, bref, il y a du monde. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas trop. En plus, tout n'est pas sec. Autant la partie deploy, elle est prête. Donc, si tu veux faire du edge server, c'est possible. Tu as Subhosting qui est bien aussi, qui permet de, comme son nom l'a dire, de faire du sous-hosting. KV, la peinture est pas sèche, c'est une base de données clé-valeur, un truc à la Redis, quoi. Et SaaSkit, c'est un peu l'offre de service qu'ils veulent construire autour, mais qui arrivera plus tard. Encore une fois, à surveiller, mais à court terme, pas ce qui va nous intéresser le plus. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Parce que je vois le timing qui passe, il y a encore plein de trucs à... Je pourrais continuer à vous en parler tellement. Donc on va essayer d'élargir un peu l'image rapidement. Je vous parle de Deno, mais il y a d'autres environnements d'exécution JavaScript. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont entendu parler de Bun. Ça vous parle, Bun? Ouais, ok. Bun qui, dans les faits, offre des fonctionnalités qui sont très similaires à Deno. Tout ce que je vous ai raconté là, Bun le propose aussi, très clairement.
La grosse différence, c'est que Bun, aujourd'hui, il a un niveau d'industrialisation qui est moins avancé que celui de Deno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un projet... autant là, Deno, j'ai plus de problème à le proposer dans des projets pro avec des enjeux de criticité, de sécurité, etc. Autant Bun, j'ai encore un peu du mal parce que je suis pas sûr de sa gouvernance et de comment il va évoluer dans le futur. Voilà. Et puis surtout, Bun fait le choix d'avoir une gestion des modules qui est à la Node.js avec NPM, etc. Ils ne sortent pas de ce module, de ce paradigme-là. Et c'est la partie qui me gêne le plus. Je ne vais pas vous le cacher. Mais parce que j'ai joué avec le système de modules de Deno et que, punaise, la vache, il est trop bien. Il y a d'autres environnements d'exécution JS aussi, surtout quand on parle de serverless. Je vous mets CloudFireWorker ici, mais il y en a plein d'autres. C'est des outils qui ont des API différentes. Il faut les prendre en compte quand on va déployer sur ces plateformes-là, indépendamment de ce qu'on utilise localement sur sa machine. Donc il faut garder ça en tête, c'est important. Et ça a des impacts sur comment on en fabrique nos applications. Et c'est là aussi où je trouve que Deno se démarque, parce que Deno pense à ça, et dans toute sa bibliothèque standard, dans tous ces trucs-là, il prend en compte ces environnements autres. Encore une fois, on peut discuter à l'infini de ce qui est prêt et de ce qui n'est pas, mais c'est vraiment la démarche. Démarche qui se matérialise par l'investissement de la team Deno dans les organismes de standardisation, ce qui n'est pas rien, puisqu'il y a plein de gens qui bossent sur Deno qui travaillent au TC39, donc la standardisation d'ECMAScript, mais surtout, ils ont créé le Winter Technical Committee, qui est un comité... Alors, la peinture n'est pas sèche, ce comité a été créé au mois de décembre dernier. C'est l'héritier... je vous fais rapidement l'histoire parce qu'elle est intéressante. Donc, les gens de Deno discutent avec les gens de Node.js et avec quelques autres sur le fait qu'il faut harmoniser un peu plus les API entre les différents environnements d'exécution. Et ils font un committee group au W3C. Et donc, ils font des propositions d'harmonisation, sauf que les committee groups au W3C n'ont aucun pouvoir de publication de standard. C'est juste des propositions. Sauf que tous les gens qui sont au Winter Committee Group W3C disent « mais nous, on veut proposer des standards pour que, justement, on harmonise tous les environnements d'exécution. » Et à force de discussion, c'est l'ECMAScript qui les accueille, désormais. Alors, comme je dis, la transition vient de se faire là maintenant, ils ne sont pas encore à sortir des standards, mais ils ont vocation à sortir un standard d'intercompatibilité des API web avec les API runtime JavaScript. Et c'est ça qui va être produit dans les prochains mois, années à venir. Je pense que Fetch sera sans doute le premier parce que c'est déjà fait, en fait, et que c'est plus facile d'harmoniser un truc qui est déjà fait que de discuter sur qu'est-ce qu'on fait des web workers, par exemple. Donc, ce groupe de travail est intéressant parce que là-dedans, comme je vous le disais, on y retrouve des gens de Deno et de Node.js. Donc déjà, c'est deux environnements qui se parlent, ça c'est important. On ne trouve personne de chez Bun. Voilà. C'était ma petite piqûre pour Bun. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai raconté? 3 trucs. Parce que je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai survolé beaucoup de choses, en vrai, il faudrait tellement rentrer dans le détail de chacun des trucs, tellement il y a des choses à dire. Donc on va retenir 3 trucs de ce que je vous ai raconté. Demain, vous vous souviendrez que 1. Deno, c'est une initiative industrielle qui est sérieuse par rapport à Node.js. Avec la sortie de la version 2, vraiment, aujourd'hui, on peut sérieusement imaginer utiliser autre chose que Node.js pour de la production. Deuxième truc, demain, il faudra vous souvenir que si vous n'avez pas encore essayé Deno, il faut le faire maintenant. C'est hyper intéressant. Et surtout, si vous l'avez déjà essayé il y a longtemps, re-essayez-le, parce que l'outil, il a changé, il s'est passé des trucs. Et dernier truc, peu importe ce que vous pensez de Deno, que vous pensez que c'est un truc génial ou que c'est complètement inintéressant, on s'en fiche, prenez le temps de regarder JSR. Parce que JSR se fiche de l'environnement dans lequel vous êtes et peut vous apporter plein de trucs pour assainir le fonctionnement de votre gestion de modules. Donc si déjà vous vous souvenez de tout ça, demain, vous êtes des champions du monde, je vous aime. En tout cas, j'en ai terminé pour l'instant, je vous remercie.